You never feel happy. Never feel happy. No, you won't. Until you try. You never feel happy. Vivre avec les VIH, c'est maintenant l'émission d'une heure chaque semaine pour parler des questions qui comptent dans la vie des séropositifs et de ceux qui les aiment, et aussi pour parler des santé sexuelle et des préventions. Au micro, Cristina Rosati, après 2 semaines de vacances, mais on vous a quand même passé les rediffusions, on ne vous a pas abandonné. Et maintenant, on va enchaîner tous les mardis une rediffusion sur plusieurs radios de tous les jours de la semaine d'ici la fin du mois de juin. Mais venons aujourd'hui au sommaire de cette semaine, nous allons à la découverte des organes très discrets, les reins, pour voir comment les soigner ou vivre avec une pathologie qui les touche. Après, place à viepositive.org, un nouveau site qui va répondre à vos questions. Passerons ensuite aux annonces du cœur pour finir comme d'habitude avec les infos de la semaine. Pour réagir à tout ce que vous entendez, vous pouvez nous appeler au 01 40 40 90 25 ou bien nous laisser un message sur le site comitédesfamilles.net. Nous avons également un Twitter VIH Radio et notre page Facebook Comité des familles. Les reins sont très discrets, mais ils sont indispensables à notre bien-être. Dans les livres Miction impossible, publié par Rocher, le professeur Corinne Isnar-Bagnis nous guide dans l'exploration de ces organes. Le professeur Isnar est néphrologue et elle a aussi ouvert le premier diplôme universitaire en méditation et gestion du stress. Son livre est sorti en septembre 2020 et s'adresse vraiment à tout public. Dans cet échange que j'ai eu avec elle, elle nous donne des conseils sur comment nous pouvons prendre soin de ces organes, surtout si nous vivons avec les VIH. Nous explorons aussi des manières alternatives de soigner les reins, des avantages de la dialyse à la maison jusqu'à la greffe solidaire. Je vous laisse au professeur Isnar. Alors c'est un ouvrage qui est censé s'adresser largement à la population générale. Maintenant, c'est vrai que les maladies rénales, c'est un peu compliqué. Donc, il y a sans doute des choses qui sont pas forcément évidentes pour tout le monde. Et il y a des choses qui sont beaucoup plus simples. Donc, en fait, il y a des parties du livre, je pense, qui sont vraiment accessibles facilement et d'autres qui sont peut-être un peu moins faciles à intégrer. En pratique, je pense que ça s'adresse surtout aux personnes qui ont des maladies rénales et qui ont envie d'avoir des infos là-dessus, quoi. C'est pas un livre scientifique pour des docteurs, hein. Après, c'est vrai que on peut pas, il y a forcément des gens qui vont avoir peut-être plus de mal que d'autres à intégrer les informations du livre parce que j'ai essayé de simplifier et d'utiliser un vocabulaire et on a beaucoup travaillé avec l'éditeur là-dessus, hein. Mm-hmm. Alors, rentrez un peu plus du coup dans les détails. Est-ce que vous pouvez nous donner des conseils comment on peut faire pour prendre soin de ces organes de manière correcte et simple? Alors, en fait, on a un corps qui est plutôt assez bien conçu, quand tout va bien, et notre corps est capable de nous indiquer assez facilement de quoi on a besoin. Par exemple, pour ce qui est des reins, le corps nous indique quand on a soif. Et donc, déjà, écouter ses besoins, j'ai envie de dire, ça paraît simple, mais on se rend compte que dans la vie d'aujourd'hui, eh bien, parfois, on a soif, mais on prend pas le temps de boire. Et puis surtout, parfois, on a envie de faire pipi et puis on prend pas le temps d'y aller. Et on se retient. Et ça, ce sont deux choses déjà très importantes. Si on met plus d'attention à écouter son corps et ses besoins, finalement, on répond aux besoins des reins en allant vider sa vessie quand le corps nous indique que c'est le moment d'y aller. Et dans votre livre, vous parlez de ces organes qui fonctionnent très bien, mais vous dites aussi qu'un petit grain de sable
il peut se mettre dans l'engrenage et après, rien ne fonctionne plus. Comment on peut savoir si c'est petite graine qui va se mettre dans les engrenages? C'est vrai que, disons que c'est vrai qu'on parle de ça aussi beaucoup à l'occasion des calculs, parce qu'un tout petit calcul qui va se fabriquer dans les urines peut donner des douleurs très importantes. Et ou bien si on a une infection des urines, c'est une chose assez banale et pas forcément très grave, mais ça donne des douleurs importantes et une gêne importante. Donc c'est vrai que c'est un peu vrai pour tous les organes d'ailleurs. Quand tout marche bien, on a l'impression que le corps ne sait pas parler de lui et on ressent rien de spécial. Mais on se rend compte souvent du travail que font les reins le jour où il y a un petit grain de sable qui fait que les choses ne marchent plus aussi bien. Tout à fait. Et est-ce que les reins peuvent être malmenés par le VIH ou plutôt on peut dire par les médicaments du VIH? Alors c'est vrai pour les deux. Les reins, si vous voulez, ils sont au carrefour de beaucoup de choses dans l'organisme, comme le cœur, les poumons, comme d'autres organes. Hein. Et du coup, ils sont victimes de beaucoup de maladies. Et puis, en ce qui concerne l'infection par les virus en général, n'épargne souvent pas les reins. Ils sont souvent exposés à être malades quand il y a des infections liées à des virus. Donc, le VIH en est un, évidemment. Mais on a entendu beaucoup à la télé, à la radio en ce moment, le Covid, la maladie Covid atteint aussi les reins et beaucoup de virus atteignent les reins. En ce qui concerne le VIH, c'est une maladie dans laquelle il y a beaucoup de médicaments à prendre. Eh bien, les médicaments sont aussi très souvent capables d'atteindre les reins pour certains d'entre eux, parce que beaucoup de médicaments sont éliminés par les reins. Donc c'est un carrefour finalement dans lesquels les médicaments passent souvent à travers les reins et certains sont toxiques. Et donc en effet, ça peut poser des problèmes. Et restons toujours dans la prévention, disons, des infections. Dans votre livre, vous passez en renseigne aussi des modes alternatifs de prévenir les infections, comme par exemple les probiotiques. De quelle manière ces choses peuvent nous aider dans la vie de tous les jours à prévenir les infections? Alors en fait, il y a des travaux en cours, mais c'est vrai qu'on pour l'instant, on n'a pas la preuve que c'est vraiment assez efficace pour le conseiller à tout le monde. Mais on se dit que probablement, si on pouvait rééquilibrer la flore des bactéries qui sont dans le tube digestif et dans le vagin, chez les femmes en tout cas, on aurait sans doute moins d'infections urinaires. Et c'est un peu dans cet esprit. Parce qu'en fait, quand on a des infections urinaires à répétition, quand elles reviennent souvent, eh bien, c'est souvent parce que il y a des bactéries dans le tube digestif et du coup sur la peau, sur le périnée, sur la vulve et qui rentrent dans la vessie par l'extérieur du corps. Ce sont des bactéries qui sont normalement présentes chez nous mais qui sont plus méchantes pour la vessie que d'autres. Et donc on se dit que si on arrive à rééquilibrer la présence de bonnes bactéries plutôt que des bactéries embêtantes, il y aura moins d'infections urinaires. Et du coup, ces stratégies-là sont en cours d'exploration et pour l'instant, pas encore des choses vraiment démontrées. Et on a un éventail, les reins peuvent être pris par des petites infections jusqu'à des problèmes beaucoup plus sérieux. Bien sûr. Que vous traitez aussi dans votre livre. Jusqu'aux besoins, par exemple, d'une greffe. Est-ce que vous pouvez nous dire combien de transplantations en France il y a et des demandes en ce moment, grosso modo, et surtout d'attente? Alors, la transplantation rénale en France, comme dans beaucoup de pays, elle est limitée par la disponibilité des greffons. C'est-à-dire que pour transplanter les gens, il faut avoir des organes à transplanter. Il y a à peu près, je crois, entre 3000 et 3500 greffes par an en France, quand tout va bien, parce que dans la période, par exemple, de pandémie actuelle, on a été obligé d'arrêter pendant un certain temps de faire des greffes. Mais en tout cas, ce qui limite les transplantations, c'est d'avoir suffisamment de greffons disponibles.
Et en France, on a 2 stratégies pour faire des greffes. Soit on greffe des organes de personnes qui sont décédées, soit on greffe des personnes qui veulent bien donner un organe de leur vivant. Et ça, il y en a moins. Et sans doute que c'est important de dire que donner un de ces 2 reins à une personne qui est en attente d'une transplantation, c'est un magnifique cadeau. Hein. C'est une situation, bien entendu, qu'il faut réfléchir. Mais c'est une solution très favorable pour les personnes qui ont besoin d'un rein, de pouvoir recevoir le rein d'un proche si, évidemment, il est compatible. Donc, ça nécessite de faire certains examens au préalable. Mais c'est une solution qui n'est pas suffisamment développée, sans doute, en France à l'heure actuelle. Oui, parce qu'on peut le dire, on peut bien vivre avec un seul rein. Absolument, c'est ça qui est important. C'est qu'on peut vivre, d'abord, on ne le sait pas toujours, mais il y a beaucoup de gens qui naissent avec un seul rein. C'est une anomalie de fabrication du corps, on va dire. Mais les gens naissent avec un seul rein et ils vivent très bien toute leur vie. Voilà. On peut aussi perdre un rein dans sa vie à cause d'un accident ou d'une maladie sur un des 2 reins. On peut avoir à être opéré pour enlever un rein. Et ça n'empêche pas les gens de vivre, évidemment, toute sa vie. Donc, si on veut donner un rein à quelqu'un, il est évident qu'on va d'abord avoir des examens pour vérifier qu'on ne met pas la santé du donneur en danger, évidemment. Et puis, le donneur, une fois qu'il a donné son rein, il va être surveillé par l'équipe de transplantation médicalement. Il aura des examens de suivi pour vérifier que sa santé rénale est toujours correcte avec un seul rein. Et à quel point nous sommes en France par rapport à la greffe solidaire entre séropositives? Du coup, les dons de reins entre personnes séropositives. Alors, ça, je pense que ça reste quand même une situation assez rare aujourd'hui. Je vous ai dit que les donneurs vivants en France, ça représente une petite partie des greffes, hein, déjà dans la population générale. Ce qu'il faut savoir déjà, c'est que un patient qui a besoin d'une transplantation rénale et qui est infecté par le VIH, il peut recevoir un rein d'un donneur comme tout le monde. C'est-à-dire il n'est pas obligé de recevoir un rein d'un donneur vivant. On peut être inscrit sur la liste de transplantation comme n'importe quelle personne quand on est infecté par le VIH. Donc ça, c'est le premier point. Il y a évidemment des critères importants pour être sûr qu'on peut faire la greffe dans les bonnes conditions. Il faut que la maladie virale soit bien contrôlée, etc. Donc il y a évidemment des examens à passer au préalable, mais on peut recevoir un greffon comme n'importe quelle personne en France. Après, c'est vrai qu'il y a des gens qui ont dit, bah oui, mais si on est infecté par le VIH, on pourrait plutôt recevoir un greffon de quelqu'un qui est infecté par le VIH, puisque ce greffon-là, on n'ira pas le donner à quelqu'un qui n'est pas déjà infecté. Je ne crois pas que ce soit une solution très utilisée actuellement en France. Parce qu'il y a différents types de virus. Il y a des virus qui ont des résistances aux médicaments un peu différents. Et en fait, 2 personnes qui sont infectées par le VIH n'ont pas forcément exactement le même virus. Et donc, c'est pas des stratégies qui sont très fréquentes, même si en théorie, ça peut se faire. Oui, parce que ça pourrait éviter justement l'attente, mais comme vous nous expliquez, c'est aussi plus compliqué par rapport à cette infection. Oui, et puis l'attente, en fait, elle est liée à plein de critères qui sont assez compliqués et qui sont aussi liés au receveur. C'est-à-dire quand on attend une transplantation, si on a, en fait, on détermine quel est le groupe. Comme on a des groupes sanguins, on a des groupes qu'on appelle tissulaires. Ce sont des caractéristiques de nos cellules qui font que chaque personne est différente. Et certains groupes tissulaires sont plus fréquents et d'autres plus rares. Donc c'est parfois plus difficile de trouver un greffon compatible. C'est aussi parfois plus difficile de trouver un greffon compatible si on a des anticorps, c'est-à-dire si on est déjà immunisé. Et donc tout ça, il y a plein de critères qui font qu'on va attendre plus ou moins longtemps. Oui. C'est un petit peu variable suivant les centres où on est inscrit, en attente aussi. Voilà, ça dépend de plein de choses. Alors,
Je voudrais me faire porte-parole des questions qui viennent aussi des membres du comité des familles. C'est-à-dire que normalement, ces émissions sont réalisées avec des personnes présentes en plateau. En ce moment, pour des raisons sanitaires, nous ne pouvons pas les faire. Du coup, notre Yann, que nos auditeurs connaissent bien à l'antenne, il m'a, je me fais porte-parole d'un de ces questions. Il voulait savoir, Yann, je suis séropositive depuis 20 ans. Si je veux faire contrôler mes reins, où je dois aller? Qu'est-ce que je dois demander à qui? Est-ce que je dois demander une ordonnance à mon infectiologue, par exemple? Ouais. Alors, la réponse est simple. Les infectiologues, maintenant, ils sont très organisés pour surveiller à peu près toutes les conséquences de la maladie. Donc, généralement, ils surveillent la fonction des reins, comme ils surveillent le squelette, comme ils surveillent la fonction cardiaque. Donc, en fait, quand on va faire un bilan chez son infectiologue ou chez un médecin qui est spécialisé dans le suivi du VIH, en général, il y a vraiment une prise en charge qui est globale. Après, quand il y a un problème au niveau des reins qui nécessite d'autres examens, eh bien, à ce moment-là, l'infectiologue ou le médecin référent pour le VIH va contacter un néphrologue et va adresser le patient en consultation de néphrologie. Mais pour surveiller la pression artérielle, la prise de sang qui donne des indications sur la façon dont marchent les reins et des analyses d'urine qui vérifient que tout est correct, eh bien, on peut faire ça auprès de son infectiologue. D'accord. Et par rapport à la dialyse, du coup, on reste toujours dans quelque chose d'important et difficile aussi à supporter. Absolument. Il y a la possibilité de faire la dialyse à la maison. Et pourquoi ça ne se fait pas trop? Au moins, nous ne sommes pas vraiment au courant. Alors, c'est une très bonne question parce que nous, on travaille beaucoup à essayer de faire connaître ces approches. Aujourd'hui, en France, il y a 2 méthodes de dialyse. Il y en a une que tout le monde connaît un peu, dans laquelle on doit passer le sang de la personne dans une machine. Et ça peut se faire dans un centre, évidemment. Mais depuis quelques années, on a rendu les machines beaucoup plus petites et utilisables à la maison. Et donc, si on a envie d'être plus autonome et responsable de son traitement, on peut avoir accès aujourd'hui à des traitements de dialyse qui se font à la maison et pour lesquels on va être formé à l'hôpital jusqu'à ce qu'on soit parfaitement à l'aise avec le maniement de la machine avant d'aller chez soi se traiter. Et bien sûr, on restera en contact toujours avec le centre, avec les médecins, avec les techniciens, pour que s'il y a un problème technique sur la machine ou s'il y a un problème médical quelconque, on puisse avoir un interlocuteur pour répondre au problème et à la question, et pas seul chez soi, évidemment, à se débrouiller. Il y a une autre méthode qui existe depuis très longtemps, mais qui n'est pas forcément très connue, qui est ce qu'on appelle la dialyse péritonéale. Et là, en fait, c'est aussi une petite machine qu'on utilise à la maison, mais c'est une machine qui n'utilise pas le sang. En fait, c'est une machine qui utilise un liquide et on a un petit tuyau qui est installé dans le ventre du patient. Et en fait, en général, on dialyse souvent la nuit. Quand on va se coucher, on se connecte à la machine qui va vous faire circuler du liquide tiède dans le ventre pendant toute la nuit. Et le lendemain matin, vous vous débranchez et vous allez faire ce que vous avez à faire. Ça, c'est des méthodes qui sont peu connues et c'est dommage, pas assez connues sans doute, parce que c'est assez facile à utiliser à la maison également. Il n'y a pas du tout besoin d'accéder au sang du patient. Ça permet beaucoup d'autonomie aussi, puisqu'on peut emmener sa machine, emmener son matériel, éventuellement partir en vacances avec son traitement, etc. Mais est-ce que ces méthodes sont plus ou moins économiques qu'une dialyse à l'hôpital? Alors aujourd'hui en France, on essaye de motiver les néphrologues et les patients pour essayer d'aller vers ces méthodes à domicile, parce qu'il nous paraît qu'elles ont beaucoup d'avantages. D'abord, la qualité du traitement est aussi bonne que celle de l'hôpital. Parfois, avec certaines techniques, ça peut être même mieux, à vrai dire. On est moins fatigué parce qu'on peut choisir à ce moment-là, dans certaines situations, au lieu de faire 3 séances de dialyse dans un centre par semaine, on peut choisir de faire une séance un peu plus courte tous les jours. Et à ce moment-là,
il semblerait qu'on soit quand même beaucoup moins fatigué avec des résultats vraiment intéressants. L'autre avantage, c'est que les patients souffrent souvent beaucoup d'être dépendants d'un centre dans lequel il y a des horaires. Ils sont obligés de venir à une heure qu'on leur propose parce qu'on doit dialyser plusieurs personnes dans la journée. Sur la même machine, on dialyse plusieurs personnes dans la journée. Donc en fait, on n'a pas beaucoup de liberté et de flexibilité pour les horaires. Quand on se dialyse à la maison, il est évident qu'on peut s'organiser davantage pour les horaires. Si un jour on a besoin de décaler sa séance de dialyse d'une heure, on peut le faire plus facilement. Il y a aussi la dimension des voyages ou des déplacements qui est quand même assez plus facile à envisager quand on emmène son matériel, même si à l'heure actuelle il y a quand même pas mal de matériel à emmener, mais c'est quand même plus facile à envisager parfois que de trouver un centre qui peut vous accueillir là où vous allez, pour vous faire dialyser là où vous allez. Et puis enfin, il y a un aspect économique, comme vous le disiez. Ça, c'est plutôt la sécurité sociale et la société, évidemment, en elle-même qui est intéressée par ce point. C'est que ça coûte moins cher de se dialyser à la maison que de se dialyser en centre. Et vous savez qu'aujourd'hui, en France, la dialyse est un poids financier considérable pour la sécurité sociale, même s'il y a seulement peut-être 50 000 personnes en France qui sont dialysées, elle dépense une grosse partie du budget de la SFA. Une partie importante de la sécurité sociale, du budget de la sécurité sociale et de la santé en France, parce que les techniques de dialyse sont coûteuses. Donc si on arrive à diminuer le coût de la dialyse, probablement pour la société, c'est bien. Et du coup, si je veux me faire ma dialyse à la maison, je dois juste dire que je suis intéressée. Absolument. Et tous les centres de néphrologie ne font pas ça. Mais si on est intéressé par une technique à la maison, on vous adressera à des néphrologues qui sont capables d'évaluer si c'est bien faisable pour vous, de vous expliquer et de vous former de façon à ce que vous puissiez ensuite être à la maison avec votre traitement. Et pour aller vers la fin de cet entretien avec vous, je voudrais savoir, on va vers quoi au niveau des nouveaux traitements, des nouvelles approches diagnostiques Est-ce qu'il y a du nouveau qui va arriver bientôt? Alors, le nouveau qui va arriver, il y a beaucoup de travaux sur l'idée d'essayer de remplacer les reins par des robots ou par des machines ou par des reins artificiels. À vrai dire, ça fait quand même 20 ans qu'on travaille là-dessus. Il y a quelques projets aux États-Unis qui sont intéressants, mais pour être honnête, le rein est un organe tellement compliqué. Pour l'instant, on n'est pas encore tout à fait prêt d'avoir la possibilité, par exemple, de remplacer les reins par un organe fabriqué en métal ou en plastique ou en je ne sais quoi, qu'on pourrait vous mettre à la place de votre rein et qui ferait le travail. Donc on est un peu obligé d'avoir des machines à l'extérieur du corps qui vont faire ce travail. Mais ceci dit, elles deviennent de plus en plus petites et je pense qu'on va encore beaucoup progresser dans les années qui viennent avec la miniaturisation des machines, donc le fait de pouvoir les transporter plus facilement. Et aussi avec le fait qu'on pourra être accompagné à la maison par tout un tas de choses qui ont trait à la santé digitale, à la e-santé, dont on parle beaucoup aujourd'hui. C'est-à-dire que être dialysé à la maison, on peut se sentir un peu seul quand on est loin de l'hôpital. Mais si on a la possibilité d'interagir facilement par l'intermédiaire de son téléphone ou d'un ordinateur avec un centre, si les informations de la dialyse sont directement envoyées au centre et que vous savez que l'équipe médicale est informée en permanence de ce qui se passe avec votre dialyse, c'est assez rassurant de pouvoir se dialyser à la maison et d'avoir un accompagnement de cette qualité. Ce sont des choses qui vont se développer. Et enfin, je dirais que ce qu'on aimerait avoir le plus possible, c'est des médicaments qui permettraient de réparer la fonction des reins quand ils sont malades. Et vous savez qu'à l'heure actuelle, les deux principales causes de maladies rénales, c'est le diabète et l'hypertension. Et malheureusement, on n'est qu'au début de la mise sur le marché de médicaments qui protègent les reins de façon très efficace. Donc on peut aussi espérer que dans les années à venir, assez proches, on aura sans doute des médicaments beaucoup plus efficaces encore pour protéger les reins de l'hypertension et du diabète et éviter que la fonction des reins ne soit trop altérée quand on est traité pour un diabète ou une hypertension.
Merci au professeur Isnar Bagnis pour cette interview et pour faire suite à cette interview, justement, voici un témoignage de la vie. Quand l'on souffre d'une pathologie qui atteint les reins, voici, je vous laisse à l'écoute d'une membre du comité des familles. Avec mes reins, ce qui se passe, c'est que mes reins, ça ne fonctionne pas bien. J'arrive pas à faire pipi et mes reins n'arrivent pas à éliminer les toxines. Du coup, je suis obligée de faire la dialyse. Est-ce que tu vas tous les jours à l'hôpital? Comment ça se passe? Oui, au début, j'avais commencé à faire la dialyse à l'hôpital. Je le fais 3 fois par semaine, le lundi, le mercredi et le vendredi. Ensuite, j'ai fait une formation d'autodialyse à l'hôpital. Et après, ils m'ont installé une machine à la maison avec laquelle je le fais moi-même à la maison. Mais cette fois-ci, c'est 2 heures par jour, l'autodialyse. Sauf les dimanches, quoi. Je le fais les 6 jours, sauf les dimanches, jour de repos. Et du coup, pour toi, tu as bien les avantages de le faire chez toi, à la maison. Oui, c'est très, très avantageux. Si tu le fais à la maison, tu peux le faire à n'importe quelle heure, à l'heure que tu veux, de la journée. Pour moi, ça m'avantage parce que je le fais le matin. Ensuite, le reste de la journée, je suis libre, je peux aller travailler. Est-ce que c'est difficile à apprendre à le faire soi-même? Au début, c'était un peu difficile. Surtout, j'avais peur de me piquer. C'était un peu compliqué. Mais ensuite, j'étais habituée. De le faire. Ça marche très, très bien à la maison. Et comment ça s'est venu l'idée de le faire à la maison? C'est-à-dire, c'est toi qui as vu qu'il y avait cette opportunité, tu l'as demandé au médecin ou c'est eux qui te l'ont proposé? Non, c'est mon néphrologue qui me l'a proposé. Mon néphrologue m'a demandé si est-ce que je veux travailler après. Il y a quelque chose, il y a l'autodialyse aussi qui permet d'avoir le temps et d'aller travailler après. Et il m'a tout expliqué, alors j'ai accepté de le faire. Et maintenant, pour le futur, est-ce que tu es dans une liste pour une greffe des reins? Tu t'es inscrite? Est-ce que tu dois attendre beaucoup? Oui, je suis inscrite sur la liste de greffe. Je suis sur la liste de greffe, mais il faut attendre au moins 2 ans, au moins ça. Donc ça peut aller plus. Oui, c'est pas. Ils t'ont dit que voilà, ça va être pas pour toujours tout de suite en fait. Voilà, oui. Oui. Un conseil pour ceux qui font les reins et la dialyse. Oui. Donc, le conseil que moi je leur donnerais, c'est que de vraiment respecter les rendez-vous de dialyse. Je dis ça parce que j'ai suivi, quand j'étais à l'hôpital, il y avait des gens qui ne respectent pas du tout le rendez-vous à l'hôpital. Ensuite, quand ça s'aggrave, elles commencent par être gonflées, ne se sentent pas bien qu'elles viennent à l'hôpital. C'est pas bien. Surtout pour le rein, il y a le rein ça aide le rein aussi à se reposer. Et je connais des gens qui ont fait la dialyse, ils ont commencé la dialyse plusieurs années après que leur propre rein a commencé à refonctionner. Tu vois? Donc c'est bien de respecter tout ça là et pour que les toxines, tout soit bien régulé dans le sang, quoi.
Vous êtes toujours à l'écoute des Vivre avec les VIH. On revient maintenant pour parler d'un autre sujet. Vipositive.org est un nouveau site sur le net qui nous aide à répondre aux questions sur le VIH, ces questions qui peuvent surgir à tout moment de la vie avec cette pathologie. Nous en avons déjà parlé à l'antenne et nous y revenons aujourd'hui avec Roman Krakowski, président de l'association Les Séropotes. Je suis avec Roman Krakowski. Nous parlons du site Vie Positive et nous en avons déjà parlé à l'antenne de Vivre avec les VIH. Il s'agit d'un site qui s'adresse aux personnes qui ne vont pas forcément directement chez une structure, une association, une ONG. Et l'objectif, c'est donc de répondre aux besoins de cette personne à travers des outils numériques et avec une annuaire aussi partagée avec plusieurs associations. Est-ce que j'ai oublié quelque chose, Roman? Est-ce que tu veux compléter? Non, c'est à peu près ça. Et je pourrais peut-être partir de 2 exemples pour expliquer l'esprit du site. Hier, notre association a organisé un apéro virtuel et il y avait notamment 2 personnes qui ont posé des questions, 2 nouvelles personnes qui sont venues nous voir. Donc, il y avait une femme à peu près d'une 50aine d'années qui a souffert d'une pneumocystose. Donc, elle a découvert son VIH au stade SIDA et elle avait besoin d'informations sur ce qui allait se passer pour elle. Elle venait de découvrir son statut et elle avait aussi besoin d'être rassurée. Et une autre personne, donc c'était un couple séro-différent qui habitait dans la région parisienne et qui a déménagé depuis très peu de temps vers Le Havre. Et ils nous expliquaient leur difficulté de trouver un médecin traitant qui serait séro-inclusif. Et en fait, j'ai pensé à ces 2 exemples parce que c'est deux cas très concrets de public cible, c'est-à-dire des personnes qui cherchent une information sur l'environnement VIH, sur la maladie, sur la vie avec le VIH, sur les différents aspects et des questions qu'on peut se poser à différents moments de la vie, pas seulement au moment de l'annonce, mais au moment de se mettre en relation, d'avoir des projets de fonder une famille, etc. Ou tout simplement des personnes qui sont à la recherche des coordonnées d'une association, d'un médecin séro-inclusif, que ce soit un généraliste ou spécialiste en France. Et le site s'adresse justement à ces personnes. Qui parfois ne connaissent pas très bien le milieu associatif, et d'ailleurs ils n'ont pas à le connaître. Le milieu associatif VIH est extrêmement complexe aujourd'hui, avec 30 ans d'histoire, mais qui ont besoin d'une information claire, simple, sur les questions qu'ils se posent, et trouver les bons interlocuteurs pour les aider dans leur démarche. Donc c'est exactement à ça que répond le site. Du coup, aussi, le site, il a un côté d'accès simple et direct. C'est-à-dire que l'objectif, c'est vraiment d'avoir une question et de trouver la réponse la plus mise à jour, la plus actualisée possible. Parce que le numérique, ça nous permet justement ça. Absolument. Le numérique permet de mettre à jour l'information régulièrement. Donc, il y a un collectif d'associations Vie Positive qui participe à ce projet et qui est un collectif d'associations qui accompagne ces publics, que ce soit le comité des familles, Action Traitement, les Séropotes, SIDA Info Service, la Maison de vie à Carpentras ou par exemple Solidarité SIDA, et qui depuis longtemps ont développé une expertise dans leur domaine auprès des différents sous-groupes concernés par le VIH. Et ce collectif d'associations c'est composé pour mutualiser leur savoir-faire et leur savoir et le mettre à la disposition des personnes qui peuvent en avoir besoin. Donc le site a été construit autour des moments de vie où le VIH, d'une manière ou d'une autre, la question de la place du VIH se pose dans la vie. C'est le moment de l'annonce, c'est le moment de soins, c'est le moment qui relève de la vie affective ou sexuelle, des démarches administratives ou lorsqu'on est victime de sérophobie. Donc le site se place du point de vue de la personne, que ce soit la personne directement concernée ou des personnes de l'entourage, des proches, des membres de la famille, des amis, des partenaires,
ou même le personnel soignant, et qui peuvent avoir besoin d'une information sur quel type de questions se poser pour mieux avancer, pour mieux construire des stratégies pour bien vivre avec le VIH, auprès de quelles structures se renseigner ou trouver du soutien, que ce soit des groupes de parole, de la convivialité, une expertise sur une question plus technique ou tout simplement les coordonnées d'un médecin. Rohan, est-ce que tu peux m'aider à décrire un peu à nos auditeurs qui n'ont pas le site sous les yeux, du coup, vipositive.org. Le site, il y a beaucoup de photos, par exemple. La couleur qui prédomine, c'est l'orange. Est-ce qu'il y a quelque autre chose qu'on peut dire comment pour aider à la navigation? Oui, c'est très difficile de parler à la radio d'un outil visuel, mais essayons. Donc effectivement, Christina, tu parlais des couleurs. D'abord, on a choisi des codes couleurs qui sont positifs, qui envoient un message positif, parce qu'aujourd'hui, on peut bien vivre avec le VIH, et c'est le principal message que le site essaie de transmettre. Il est parfaitement possible de bien vivre avec le VIH, mais parfois, pour y parvenir, il est nécessaire de faire quelques ajustements. Et le site est là justement pour aider les personnes à faire ces ajustements en s'appuyant sur l'expertise des différents acteurs d'accompagnement dont on a parlé. Donc la navigation est la plus simple possible et on a essayé d'incarner le propos, c'est-à-dire d'accompagner des textes, des témoignages, des enrichissements, que ce soit les différentes brochures, parfois certaines informations qui permettent d'aller plus loin, les graphiques, tu as parlé des photos. Il est important pour nous qu'une personne qui aujourd'hui cherche de l'information sur le VIH, parce qu'elle est concernée, trouve des témoignages des personnes qui partagent les mêmes questions, qui à un moment donné ont passé par le même chemin qu'elle. Et donc, l'idée pour nous, c'était d'incarner au maximum le propos, de le faire porter par la voix, le témoignage de ceux qui ont vécu la même situation. Donc, autrement dit, c'est un site où les patients s'adressent à des patients, les personnes parlent aux personnes. Il y a peut-être deux choses qu'on pourrait ajouter, ou trois. La première, c'est que on a parlé de ce questionnement parfois presque éthique sur quelle place occupe le VIH dans ma vie. Et le site est là pour accompagner effectivement les personnes dans cette réflexion. Mais il y a aussi un volet d'accompagnement pour les victimes des discriminations sérophobes. Donc sur le site, il y a un formulaire de signalement d'une discrimination qui permet à toute personne qui se sent victime dans le milieu médical, dans le milieu de l'assurance, sur les réseaux sociaux, dans la vie publique ou même dans la sphère privée, de discrimination pour raison de leur statut sérologique, de nous signaler ces discriminations et le collectif d'associations Vipositive ensuite instruira la demande. Donc on va dispatcher la demande en interne à l'association qui est la plus compétente pour instruire la demande et on va prendre contact avec la personne pour instruire le dossier. Donc ça, c'est un premier aspect. Deuxième aspect, on a parlé beaucoup des personnes vivant avec le VIH, mais le site s'adresse aussi à des personnes qui les accompagnent. Ça peut être des assistantes sociales, ça peut être le personnel médical, ça peut être par exemple un médecin qui dans son cabinet reçoit quelques personnes qui vivent avec le VIH et qui n'a pas aujourd'hui le temps pour se renseigner sur tout cet univers qui est extrêmement complexe, pour savoir comment parler, quelles sont les problématiques qui sont importantes, quelles sont les personnes, les structures ressources. L'idée, c'est aussi de fournir à ces personnes une information très claire, simple, efficace, pour aider les personnes vivant avec le VIH qu'elles accompagnent. Et enfin, il y a un volet de démarche administrative qu'on va compléter cette année et qui s'adresse plus spécifiquement donc à des personnes, par exemple des assistantes sociales hospitalières ou associatives ou du personnel d'accompagnement qui aident
des personnes dans les démarches administratives. Ça peut être, par exemple, le changement de statut pour les personnes trans. Ça peut être la régularisation de les démarches menant vers la régularisation de la situation pour les personnes issues de l'immigration vivant avec le VIH. Donc, il y aura un guide très complet avec des modèles de courrier, des procédures, parce que parfois il est très difficile de s'orienter dans l'univers administratif, identifier les bons interlocuteurs qui peuvent nous aider. Donc aussi là pour ça, pour aider ces accompagnants dans leur démarche. Et c'est le moment des annonces du cœur. Les annonces du cœur se trouvent sur notre site internet comitedesfamilles.net. Il suffit tout simplement de s'enregistrer avec une adresse mail et un mot de passe valable. Il ne faut pas l'oublier. Et une fois fait ce petit passage, vous avez accès à tous les messages. Vous pouvez répondre, échanger. Si vous êtes plus discret, vous pouvez appeler au comité au 01 40 40 90 25 et demander de Christina. Je vais vous aider à vous mettre en relation avec la personne que vous désirez. Et aujourd'hui, je vous lis quelques dernières annonces avec toujours le renvoi sur notre site pour prendre les contacts directs. Bonjour, je suis âgée de 36 ans, non détectable. Je suis originaire du Cameroun, vivant au Mans, maman de 2 enfants. Recherche un homme qui ne se complique pas la vie. Salut à tous, moi c'est Justine, âgée de 43 ans avec une charge virale indétectable. Maman d'un garçon séronégatif. Je vis en Guinée, je cherche un homme responsable et qui est prêt à recommencer une nouvelle vie dans l'amour et l'entraide mutuelle. C'est lui qui se reconnaît dans cette annonce. Vous voici mon adresse sur notre site internet. Bonjour, je suis un homme, je me nomme Miracle, d'origine ivoirienne, j'ai 35 ans, je réside à Paris sans enfant. Je viens par cette annonce rechercher une relation sérieuse et stable basée sur la confiance et la complicité. Je suis de nature très calme, propre, sincère et très respectueux. Je fais 1m82 pour 80 kg. Bonjour, je suis comme toi à la recherche d'une relation sérieuse. Je m'appelle Patrick, je suis français, né à Paris, 14e. J'ai 53 ans, je suis prête à m'engager dans une relation sérieuse, même me marier. Voilà mon numéro de téléphone. À très vite, j'espère. Bisous, bisous, bisous. Et pour terminer, femme 41 ans, fine 1m70, en bonne santé, charge virale indétectable. Je suis célibataire vivant à Yaoundé. Je souhaiterais faire la rencontre d'un homme, peu importe la race, le lieu de résidence, au-delà du statut sérologique. Je cherche un homme sérieux, désireux de fonder une relation honnête et sincère. Et voilà, pour du coup trouver ces annonces et en découvrir beaucoup d'autres, rendez-vous sur notre site comitedesfamilles.net. Encore une petite pause musicale, on revient tout de suite après. Money for me, follow
se tengle no, for vine consansi. Ven wa we are watching go, for vine consansi. Ven sigan se tengle no, for vine consansi. Ven wa we are watching go, for vine consansi. Keke bumake. Yeah, I will sing some. If you know say you be proud of your beginning, make you the shine your light. Just follow me, oh, follow me, oh, follow me, shine your light. Le bango le wa, bubunyo tenya dentitya, bubunyo tenya dentitya. Come any pan this one again. I be proud, my milky girl, yeah. I'm proud of who I am. C'est pas point tout, yeah. Bafu samo, yeah. Bangante, bangjung, yeah. Genta asinta asindore. Yare, kantindin, man famila will I want. Everyone goes away. We proud of who we are. There's it tutti nay. There's it tafsi nay. Everyone goes away. We proud of who we are. Lensi ganse jungle no, for vine consansi. Consansi, Vensi Ganse Chengleno, for Vine Consansi, then while we are watching go, for Vine Consansi. Come see the special place where I come from. The moon is bright, we telling stories round the bonfire. We get the firewood and we get the power, we get the sauce. Yes, we are proud of who we are. Now not to say all man, not chumje. Yeah, boy, how I conga to my. One so yo alaya kisanga. Ile. Você na tua fobia. They are a daddy. Ayo a daddy. Yare, kantindin, man famila will I want. Everyone goes away. We proud of who we are. There's it tutti nay. There's it tafsi nay. Everyone goes away. We proud of who we are. Chumjere, kantindin, man famila will I want. Everyone goes away. We proud of who we are. There's it tutti nay. There's it tafsi nay. Everyone goes away. We proud of who we are. Lensi ganse tengle no. We proud of who we are. Fen while we are watching go. We proud of who we are. Vensi ganse tengle no. We proud of who we are. Fen while we are watching go. We proud of who we are. 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 Point of correction. No be bouncer boy. And so boys. Et c'est le moment de vous lire quelques infos pour cette semaine. 500 000 personnes sont infectées par le VIH en République démocratique du Congo, l'annonce Suzanne Cassade-Mouvance, directrice pays de l'ONU-SIDA, selon les médias Zumeko RDC. Elle est à la tête d'une délégation composée de 3 structures. Ce sont l'ONU-SIDA, les programmes nationaux et multisectoriels de lutte contre le SIDA et les programmes nationaux de lutte contre le VIH. Leur mission est de renforcer la stratégie de prévention et des soins face au VIH dans les provinces du Nord. Le VIH représente pour la directrice un défi à relever en République démocratique du Congo. Pour nous, elle dit ONU-SIDA et autres partenaires ainsi que la société civile. Nous voulons voir une continuité d'accès à la prévention et aussi une prise en charge avec une qualité des soins qui permettent que ceux qui sont touchés par le VIH vivent dignement. Nous avons tout ce qu'il faut pour y arriver et nous y conjuguons les efforts, souligne-elle. Cet engagement est salué par le secrétaire exécutif national aussi pour stopper la propagation du virus à travers la région. Il envisage plusieurs pistes et encourage le maintien des efforts. Nous avons fourni beaucoup d'efforts pour pouvoir stopper l'évolution du VIH. Si nous relâchons ces efforts, en dépit d'autres problèmes que nous avons, notamment
concernant la Covid-19 et Ebola, ça sera catastrophique, surtout pour notre jeunesse qui reste très exposée. Il nous faut donc fournir les derniers efforts pour pouvoir stopper cette épidémie. Naloxone, un antidote contre la surdose aux opioïdes. La crise sanitaire favorise les risques d'overdose liés à la consommation d'opioïdes. Ainsi, la sensibilisation de la population au recours à la naloxone est nécessaire selon les médias Quote Farm. La naloxone permet de traiter en urgence les surdosages et pour assurer la promotion de cet antidote en faciliter l'accès, les pharmaciens sont invités à participer à une campagne de sensibilisation. Et outre, depuis l'arrêt de commercialisation de la naloxone sous forme nasale, la forme injectable reste maintenant la seule version du produit prête à l'emploi sur les marchés français. L'Ordre national des pharmaciens préconise la délivrance sous la prescription de ces médicaments pour les personnes à risque. Toute prescription des traitements de substitution aux opiacés, en particulier une initiation chez les usagers ne faisant pas partie de la patientèle, doit s'accompagner d'une remise d'un kit de naloxone ou d'une prescription. D'œil en Australie, la PrEP, la prophylaxie pré-exposition. Une étude permet de savoir plus sur les pratiques sexuelles des hommes ayant des relations sexuelles avec les hommes, les HSH, en Australie, selon le site Seronet. L'étude menée par le professeur Martin Holt de l'Université de Nouvelle-Galles du Sud à Sydney vise à connaître les moyens de prévention des HSH en Australie. L'étude nous montre donc un changement radical dans la méthode de prévention du VIH. 32 000 hommes ont répondu à des questionnaires sur une période de 5 ans. Les questions portaient sur leur partenaire sexuel, leurs moyens de prévention, encore sur leur statut sérologique. Cette étude s'est déroulée sur une période de 5 ans. Ainsi, les chercheurs ont pu voir l'évolution des pratiques de prévention au fil des années. Ainsi, entre 2014 et 2019, les taux de HSH ayant eu des rapports sexuels protégés est passé de 68% à 75%. Notre analyse des données de surveillance nationale des comportements montre un changement historique dans les pratiques sexuelles des Australiens gays et bisexuels, conclut le professeur Holt. Entre 2014 et 2019, la stratégie de prévention la plus utilisée chez les hommes gays et bisexuels qui ont des partenaires occasionnels est passée du préservatif à la PrEP et ces changements ont contribué à la diminution des infections du VIH en Australie, ajoute le professeur. L'Australie est considérée comme la leader mondiale dans le déploiement de la PrEP, la prophylaxie pré-exposition. Les traitements VIH sont pris en charge et le TASP, le traitement comme prévention, a été largement promu. Un exemple à suivre pour d'autres pays qui peinent à faire connaître cet outil essentiel dans la stratégie pour mettre fin à l'épidémie du VIH-Sida dans le monde. Et nous sommes arrivés à la fin de Vivre avec le VIH de cette semaine. Je vous donne rendez-vous à la semaine prochaine. Portez-vous bien. À bientôt.